Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir ici, au Bocols, au cœur de Liège, dans un magnifique bâtiment classé, daté du XVIe siècle et de style Renaissance. Alors, nous sommes ici en visioconférence, donc je n'ai pas le plaisir de vous y accueillir physiquement, mais croyez bien que nous aimerions vous faire partager le bonheur d'être dans ce lieu et j'espère que ce sera bien vite, nous en aurons bien vite l'occasion. Je m'adresse à vous ce soir en ma qualité de président de l'ASBL Le Grand Liège. Et notre association, en collaboration avec les Académies royales de Belgique, est organisatrice du cycle des cours-conférences du Collège Belgique. Nous bénéficions pour cela du généreux partenariat de la banque BNP Paribas Fortis. L'exposé de ce jour s'inscrit dans le cadre du programme Grèce 2021 proposé par le consulat de Grèce à Liège à l'occasion de la célébration du bicentenaire de la Révolution grecque. Il porte plus précisément sur la langue et la culture grecque, prestigieux patrimoine entretenu pendant plus de 3000 ans et qui ont largement façonné notre société et notre culture européenne. Pour nous en parler, nous avons l'honneur d'accueillir le professeur Pierre Sommery, membre de la classe des arts de l'Académie royale de Belgique. Il a enseigné l'esthétique et la philosophie de l'art à l'Université de Liège pendant 20 ans, de 1987 à 2007. Il est secrétaire général de l'Institut royal d'histoire de l'art et archéologie de Bruxelles depuis 2009. Il est aussi l'auteur de nombreux ouvrages, dont des études sur Dürer, Memling, le Caravage ou encore Brasillac. Et plus récemment, il a rédigé un journal de la peste qui, vous en conviendrez, est tout à fait de circonstance. Un homme particulièrement cultivé, un homme passionnant, eh bien, nous nous réjouissons de l'entendre. Merci, cher Président. Merci au Grand Liège pour son invitation et merci au Collège Belgique pour la même raison. Je vais donc vous évoquer 3000 ans et plus de culture grecque en 60 minutes, deux ensembles de 30 minutes chacun, le premier ensemble pour l'Antiquité, le second pour Byzance et les temps modernes. Donc, le fait du double intitulé, langue et culture, c'est une distinction de raison parce qu'en fait, la langue charrie la culture et la culture est portée par la langue, donc je ferai de temps à autre un petit montage parallèle. Cela dit, vu l'ampleur du sujet et le temps très restreint que je m'accorde, et je vous promets de ne pas dépasser les 60 minutes en tout cas, m'oblige à vous annoncer de la photographie aérienne. Pas guère faire mieux que de voir de haut, de très haut parfois, les moments importants et les grandes bifurcations. Alors tout commence à Mycène, avec les Mycéniens et le Mycénien. Les Mycéniens, c'est cette peuplade que l'on a depuis longtemps identifiée avec les héros homériques, mais dont à la fin du XIXe siècle, on découvre l'existence réelle par des vestiges archéologiques qui sont trouvés à Mycène et à Troie, chez les contemporains des Mycéniens, notamment par Schliemann et puis par tous ses successeurs. Or, on savait depuis longtemps qu'il y avait des tablettes d'argile cuites qui vraisemblablement avaient été cuites lors d'incendies accidentels. On en avait retrouvé un certain nombre à Mycène, à Pylos, dans la baie de Navarin, et plus tard en Crète également. Et puis, la grande découverte philologique du XXe siècle, c'est qu'en 1952, un Anglais de génie parvient par recoupement et intuition, il faut dire qu'il avait participé aux chiffres pendant la guerre. Peut-être qu'il fait partie de ceux qui ont décodé l'énigme allemand. Et il s'appelle Michael Ventris. Et en 1952, il parvient à déchiffrer le texte linéaire porté sur ces tablettes. C'est un texte qui se lit de gauche à droite sur des lignes horizontales, et ce sont des petits signes isolés et séparés. Et en fait, Ventris se dit, ces signes ont une valeur phonétique, et la valeur phonétique est une valeur syllabique. Et parvient donc à déchiffrer ces textes, et on se rend compte, c'est ça qui est extraordinaire, on se rend compte que au milieu du second millénaire avant notre ère, ces textes, miraculeusement sauvés par de malheureux incendies, portent des mots grecs qui existent encore dans le grec d'aujourd'hui.
Le nom du miel, Meli, il y est. Le nom du guéridon, Tiripoda, tripus, une table basse à 3 pieds, ça y est. Et évidemment, on se rend compte que le contenu sémantique de ce mycénien linéaire B déchiffré, dont on avait attendu vraiment beaucoup, il faut en rabattre parce qu'il s'agit finalement de pièces d'archives qui, sans les incendies, n'auraient pas été conservées. C'est des pièces d'archives ou des factures, ça peut jusque-là, ou des commandes, ou des énumérations d'offrandes réservées aux dieux. Et là, il y a des noms de divinités qui apparaissent, et ça, c'est extrêmement important. Le nom de Zeus apparaît donc au milieu du second millénaire, je me répète, le nom de Poséidon et le nom d'Héra, et le nom de Dionysos, que l'on croyait un dieu plus récent et plus jeune. Donc ça, ce sont vraiment des découvertes absolument fondamentales qui sont liées à ce déchiffrement. Alors, j'ai mentionné le nom de Michael Ventris, le découvreur, mais il y a aussi le laborieux Chadwick, qui est son acolyte. Ils forment un tandem un peu comme Blake et Mortimer. Vous savez, il y a Blake, c'est l'artiste, c'est le héros, c'est Ventris. Et le besogneux écossais amateur de whisky, mais extrêmement efficace, c'est Chadwick. Et donc, il y a une première publication en 1952, qui est le déchiffrement par Michael Ventris. Et puis en 1956, il y a les Documents in Mycenaean Greek. Et on peut dire que vraiment, le travail des deux pionniers se termine à la fin des années 50 et va être évidemment suivi par toute une série de lectures et d'interprétations en tout genre. Ces Mycéniens, donc, je me répète, ce sont les héros d'Homère. On peut dire en faisant très vite. Et donc, je vais très rapidement toujours vous évoquer Homère, vous évoquer les deux grandes épopées qui, d'un point de vue culturel et d'un point de vue linguistique, sont absolument incontournables. Point de vue linguistique, la langue d'Homère, la langue de l'Iliade et de l'Odyssée, c'est une langue qui n'a jamais été parlée. C'est une langue poétique un peu artificielle qui est faite de dialecte ionien, le dialecte ionien de la côte d'Asie mineure, l'actuelle Turquie, matinée d'éléments plus anciens qui sont des éléments éoliens. Donc, c'est de l'ionien et de l'éolien, essentiellement, d'un point de vue linguistique. Selon une métrique qui ne semble pas vraiment bien convenir aux Grecs, c'est un peu un lit procuste à certains moments, on fait entrer les vocables et les formules dans cet hexamètre, c'est-à-dire ce vers de 12 pieds, qui est probablement antérieur et plus ancien, mais n'entrons pas dans trop de détails. Donc, je vous disais, il y a Homère du point de vue linguistique et aussi du point de vue culturel. Et du point de vue culturel, il faut savoir que pendant toute l'Antiquité, y compris l'Antiquité romaine, où on ne cessera pas de parler grec dans toute la moitié orientale de la Méditerranée, l'Iliade et l'Odyssée, les deux épopées homériques, restent vraiment la Bible. C'est la Bible de l'Antiquité, c'est là que les enfants apprennent à lire, c'est là qu'ils apprennent à chanter, c'est là aussi, devenus plus grands, qu'ils vont retenir par cœur toute une série d'épisodes qu'ils pourront utiliser et resservir selon les situations morales, éthiques, esthétiques, sociales, politiques qu'ils rencontreront. On va citer les épopées exactement comme les Allemands aimaient à citer le premier Faust de Goethe ou les Français Molière. Donc, c'est vraiment très fort. C'est très fort et je vous rappelle que la guerre de Troie ayant bien eu lieu pour la maîtrise de Détroit, le détroit du Bosphore, le détroit des Dardanelles, donc cette guerre a eu lieu entre des contemporains, les Mycéniens et les Troyens, qui sont plus proches les uns des autres qu'on pourrait l'imaginer parce qu'ils ont le même panthéon et qu'ils parlent une langue, ils se comprennent. Ils se comprennent entre eux, donc ils sont relativement proches. Mais si cette guerre a eu lieu, on va dire vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, et donc, le moment qui est supposé pour la réalisation des deux épopées sous le nom d'Homère, qui serait le génial arrangeur qui aurait mis ensemble et qui aurait lissé et amalgamé toute une série d'épisodes antérieurs, qui sont des épisodes qui se sont transmis oralement pendant 2 siècles et au cours desquels on a assisté à ce mouvement d'agglutination épique selon lequel les épopées se construisent et se constituent. Donc on peut dire qu'au début du 8e siècle, l'Iliade existe en tant qu'Iliade et l'Odyssée en tant qu'Odyssée. Et sont liés à la guerre de Troie l'une et l'autre, bien sûr. L'Iliade, c'est 10 jours d'une guerre de 10 ans, limitée à la colère d'Achille. Et puis l'Odyssée, eh bien, ce sont les suites de la prise de Troie, le retour des guerriers grecs chez eux, Ulysse étant un de ces guerriers, qui, comme vous le savez, mettra 10 ans d'épopée
à rentrer chez lui dans l'île d'Ithaque. Juste un petit mot pour rappeler à quel point il était justifié de considérer que ce fut vraiment la Bible et la formation fondamentale, c'est que dans l'Iliade, on trouve tout. Ce n'est pas seulement une épopée guerrière, c'est une épopée où il y a tout le monde, tout l'univers qui est inclus sous forme de comparaison, sous forme d'analogie. On trouve déjà des racines de tous les futurs genres littéraires. Il y a de la rhétorique, il y a du discours, il y a des altercations, il y a de la passion, il y a de la violence, bien sûr, et aussi de la tendresse. Il y a des traînes funèbres et il y a des chants nuptiaux. Donc, c'est une œuvre absolument totale. L'Odyssée est plus restreinte, elle est plus romanesque, si on veut, parce que dans chaque île où s'égare Ulysse, eh bien, il a une tentation amoureuse. On peut dire qu'il y a une tentation dans chacune des îles, mais ces tentations, il va les surmonter. Et puis, voilà, pour le grand plaisir du lecteur qui attend l'épisode suivant, je vous rappelle que, vous savez, ça fait environ 15 000 vers par épopée. Et donc, il n'est pas question de réciter, parce que ça reste oral dans la récitation, pas question de réciter ça d'un coup. On peut très bien les séparer et les diviser en épisodes successifs. Alors, la forme écrite leur sera donnée à Athènes à la fin du VIe siècle avant notre ère, à la demande d'un des fils de Pisistrate. Et c'est à partir de cette forme écrite sur papyrus que nous pouvons aujourd'hui encore lire les textes de l'Iliade et de l'Odyssée, parce que les copies sur papyrus se sont multipliées, il y a eu des éditions très sérieuses et définitives à l'époque alexandrine, et puis les scriptoria de l'époque byzantine reproduire ces textes parce que à l'époque byzantine, on continue à lire Homère, bien sûr, et ces textes vont arriver chez nous en Italie à l'époque de la Renaissance, c'est-à-dire précisément au moment où on a besoin d'eux. À quelque chose, malheur est bon, c'est la conquête ottomane qui va pousser les érudits byzantins à prendre la mer et à se réfugier du côté de l'ouest avec sous le bras les précieux manuscrits, notamment d'Homère, dont le plus vénérable est un Vénétus qui est à la bibliothèque de Venise. J'aurai sans doute l'occasion de vous rappeler tout à l'heure les liens qui unissent Byzance et Venise peuvent expliquer les choses jusqu'à un certain point. Bien, donc voilà pour Homère. Un petit mot sur les lyriques et les tragiques. Les poètes lyriques qui viennent après vont utiliser le dialecte ionien essentiellement pour nous chanter la vie trop brève. Il y aura également parmi les poètes lyriques ceux et celles dont Sappho de Lesbos qui vont utiliser l'éolien. Et l'ionien va trouver une forme très particulière en attique et va devenir vraiment la langue d'Athènes. C'est ce qu'on appellera l'ionien attique, et cet ionien attique, ce sera la langue des parties parlées du théâtre, de la tragédie grecque. Tandis que les parties chantées, les parties chorales, qui reprennent aussi la lyrique chorale, seront en dorien. Ce sont des dialectes de la même langue, mais il y a quand même des différences assez nettes et assez fortes, moindres qu'entre le français et l'allemand, tout de même. Moindre, c'est la même langue, avec d'assez fortes différences quand même. Puisque j'ai mentionné l'attique, c'est-à-dire cette variante puriste de l'ionien, eh bien, ce sera la langue archétypale et modèle. Nous avons dû subir pour nos exercices de thème grec pendant 4 ans. Il fallait écrire comme Thucydide, il fallait écrire comme les orateurs attiques. C'est vraiment le grand modèle qui sera relayé au siècle suivant, c'est-à-dire au 4e avant notre ère, par Platon. Voilà pour le... Alors, puisque je viens de mentionner le 4e siècle, je fais une toute petite marche arrière pour vous rappeler les grands événements du 5e, qui sont bien connus, je le rappelle de manière extrêmement brève et rapide. Le 5e siècle, c'est le grand siècle classique d'Athènes, précisément, d'Athènes et de Sparte, qui fait suite à l'époque archaïque qui fleurit au 6e siècle avant notre ère. Alors, au début du 5e siècle, il y a une grande victoire patriotique remportée par la Grèce sur les Perses, sur les Mèdes. Une double victoire, un marathon en 490 et à Salamine, dans le goulet de Salamine en 480. Et à l'occasion de cette invasion de la Grèce continentale par les Perses, Darius d'abord, Xerxès ensuite, eh bien, les Grecs vont se serrer les coudes, et notamment les Athéniens et les Spartiates seront de grands alliés, grâce auxquels la victoire sera remportée. La dernière victoire sera celle des Athéniens dans le goulet de Salamine,
Et les Grecs ont toujours très légitimement été fiers de cette victoire de Salamine parce que c'est une poignée de citoyens motivés qui l'emportent sur des myriades d'esclaves d'un seul dynaste. Alors ça, c'est une très grande force dont l'historiographie grecque sera légitimement fière jusqu'à aujourd'hui encore. Alors, il y a 50 ans de résilience entre deux guerres, si vous voulez. Il y a une entre-deux-guerres sans année folle, entre 480 et 430, et ces 50 années vont être mises à profit par les vainqueurs, c'est-à-dire Sparte et Athènes, notamment Athènes qui va mettre à profit sous l'archontat de Périclès, en reconstruisant le Parthénon, en dotant la ville de ses grands monuments, en subsidiant les grands spectacles tragiques, notamment Sophocle, le plus classique des classiques, et puis Euripide, dont Aristote dira que c'est le plus tragique, lui, de tous les tragiques. Enfin bref, c'est la grande époque. C'est la grande époque entre 480 et 430. Mais en même temps, Athènes va développer ce que les historiens appelleront à juste titre un impérialisme, une forme d'impérialisme visant à se rendre maître de toutes les îles de la Méditerranée orientale. Ce que les Spartiates vont considérer comme abusif et ils vont vouloir réagir contre cet impérialisme athénien au point d'attaquer Athènes en 430 et ce sera le début d'une guerre de 30 ans désastreuse, une guerre de 30 ans qui va donc durer jusqu'à 430 à 403, précédée par une épidémie de peste sans précédent. Et puis c'est Athènes qui est vaincue, parce que les Spartiates viennent à bout de la résistance athénienne. Et ce sera finalement c'est une espèce de guerre civile et en même temps de guerre mondiale, parce que tous les alliés vont être impliqués. Hein. Et c'est terrifiant parce que jamais plus ni Athènes ni Sparte n'auront la maîtrise, le leadership de la Grèce. Voilà, ça c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors, bon, déjà 7h moins 10. Qu'est-ce qu'ils ont inventé, ces Grecs de l'époque archaïque et classique? Il y a des grandes inventions. Je crois qu'on peut peut-être fixer un peu notre attention là-dessus, pour ne pas que je vous répète des choses qui sont quand même trop connues. Hein. Les grandes inventions, vous allez voir, c'est pas rien parce que nous en vivons encore aujourd'hui. Alors, qu'ont-ils inventé? Ils ont inventé la philosophie, c'est-à-dire la manière de se poser la question de savoir ce qu'est l'univers, ce qu'est l'homme, ce que l'homme fait dans cet univers, de quelle manière il peut se représenter dans cet univers qui est fluent, qui est mouvant, qui est diapré, qui est complexe, et on essaye de voir s'il n'y aurait pas un principe unitaire à la base de tout ça. C'est le problème de l'un et du multiple, finalement, qui est finalement une des grandes découvertes, une des grandes questions. Les Grecs sont de grands questionneurs. Hein. Je crois que ce qu'il y a de plus extraordinaire chez eux, c'est la manière de poser les questions vraies. Je me permets quand même un petit excursus sur la mythologie. Qu'est-ce qu'un mythe? Ils inventent le mythe aussi. Ils ne sont pas les inventeurs absolus, mais enfin, ce sont des grands inventeurs de mythes. Alors, la mythologie, réfléchissez et vous verrez qu'à chaque fois, le mythe pose une vraie question. La question posée est une vraie question. Et la fabulation littéraire du mythe, c'est une série de fariboles auxquelles on ne croit pas, auxquelles ils ne croyaient pas davantage que nous aujourd'hui. Mais la question posée, c'est comme la question métaphysique du substrat unique fondamental de l'univers visible. Qu'est-ce qui est invisible? Qu'est-ce qui sous-tend de manière constante ce qui nous apparaît de manière fluente et inconstante? Ils inventent la science aussi, vous voyez, c'est énorme. C'est énorme, ils inventent la science. C'est quoi la science? La science, c'est Thucydide. Thucydide, l'historien de la guerre de 30 ans, de 430 à 403, qui veut connaître, comme il le dit, les vraies causes de la guerre du Péloponnèse. Quelles sont les vraies causes? Et ça, c'est une démarche scientifique, la recherche de la causalité. Et contemporain de Thucydide, vous avez l'école de Cos avec Hippocrate, l'école de médecine hippocratique, qui pratique exactement la même démarche consistant à s'interroger sur les causes de la maladie et pas seulement sur les symptômes. C'est une démarche qu'on apprend encore à nos étudiants en candide médecine. Hein. Si vous supprimez un symptôme, vous soulagez le patient, mais vous n'atteignez pas le mal. Vous savez, au 5e siècle avant notre ère, les Grecs avaient déjà découvert la chose. Alors, ils inventent la politique. Je ne veux pas dire qu'on va le regretter, hein, parce que c'est quand même une dimension et une démarche extraordinaire. Mais ils inventent la politique dans tous les sens du terme, hein, pour le meilleur et pour le pire.
notamment le meilleur, ce qu'on s'accorde à trouver le meilleur, mais je vous l'ai déjà dit à propos de Salamine, une poignée de citoyens décidés peut venir à bout de myriades d'esclaves d'un empereur. C'est extraordinaire. Alors on va discuter et réfléchir là-dessus et essayer à Athènes de mettre la chose en pratique, mais il faut en rabattre un peu parce qu'il y a moins de 10% des Athéniens qui participaient sur l'agora aux discussions politiques directes. Et encore, ce n'était vrai qu'à Athènes, mais c'est mieux que rien et ce n'est qu'un début. Encore une invention au risque de vous fatiguer. Non, vous n'êtes pas fatigué, je ne vous vois pas, c'est dommage. Ils inventent la statuaire. Ça, on n'y pense pas souvent. Ils inventent la statuaire, c'est-à-dire la représentation du corps humain, soit dans le marbre par taille directe, soit dans le bronze, après modelage, moulage, coulage, hein, traditionnel. Alors, on dit généralement que les meilleurs bronziers sont des gens du Péloponnèse et les meilleurs pour la taille directe du marbre du Pentélique sont les... Mais bon, tout ça, ce sont des considérations qui sont relativement oiseuses. Ce qui est important, c'est la représentation de l'homme, c'est-à-dire qu'on oublie le sac de viscères pour montrer tel qu'on est en fin de compte, tel qu'en nous-mêmes nous allons rester. Et généralement, ce sont les dieux qui sont représentés parce que les dieux sont représentés sous une forme humaine. Et c'est une manière de sublimation de l'humanité avant l'incarnation. C'est très différent, mais c'est équivalent comme originalité et comme grandeur, me semble-t-il. Et puisque je viens de mentionner la statuaire, j'en viens très brièvement à Aristote. Aristote, c'est un grand inventeur aussi, mais il a inventé une sorte de verrouillage. Le verrouillage logique, c'est Aristote. Le verrouillage logique par les syllogismes et par les inductions logiques, même si on s'y oppose aujourd'hui, même si on n'est pas d'accord, il n'y a rien à faire, on remonte à Aristote, on ne peut pas le contourner, c'est incontournable. Et lorsqu'il veut nous expliquer la causalité métaphysique de ce qui existe, il utilise la métaphore du sculpteur. Il dit, c'est comme en sculpture. Comme en sculpture où il y a une cause matérielle, où cette cause matérielle doit être, donc cette matière, le marbre et la glaise à modeler, doivent être traités d'une certaine manière selon une vue formelle, selon la forme qu'on veut réaliser. Mais ce ne sera possible que s'il y a un travail, une efficacité qui s'exerce sur la matière et qui permettra à une finalité de se réaliser. Donc c'est assez extraordinaire. Même si, comme je viens de le dire, c'est assez cadenassé. Alors quelqu'un qui est moins cadenassé qu'Aristote, c'est son maître Platon, qui est beaucoup plus ouvert, qui a très mauvaise presse aujourd'hui parce qu'on dit Platon s'est trompé, c'est un dualiste. Or, le dualisme platonicien, c'est une illusion parce que les ombres du sensible s'inspirent de la clarté de l'idée. Donc, il n'y a pas de solution de continuité entre le sensible et l'intelligible. Il y a un gradient qui relie le sensible à l'intelligible. Alors, ce que Platon dit, c'est que l'intelligible est plus important. Il est plus important parce qu'il est préalable. C'est l'arché. Ça vient avant et ça commande. Exactement, c'est la réponse que les premiers philosophes ioniens se posaient, mais que Platon va préciser beaucoup. Et on peut considérer qu'aujourd'hui encore, même si on n'est pas toujours d'accord avec lui, maintenant ceux qui ne l'aiment pas, vous savez, et qui disent Platon s'est trompé, ils ne l'ont pas lu. Parce que Platon, ça se lit, c'est un grand artiste. Je suis convaincu que s'il avait vécu au XXe siècle, il aurait fait du cinéma, en tout cas de la mise en scène, en tout cas. Comme Bergman. C'est du cinéma à contenu philosophique, je crois qu'il aurait fait ça. Et on peut considérer aujourd'hui encore que c'est lui qui nous a donné tout notre équipement conceptuel. Je crois qu'il n'y a pas un seul philosophe qui pourrait dire le contraire, même parmi ceux qui dénigrent Platon et son héritage. Tout ce qui a trait à l'essence et à l'existence, à l'être et au paraître, au sensible et à l'intelligible, c'est lui qui a dénommé et identifié ces réalités fondamentales pour la première fois. Donc voilà pas mal d'inventions. Alors, je vous ai dit qu'à la fin du IVe siècle, jamais plus Athènes ni Sparte n'auraient la prééminence. Qui va avoir la prééminence? Les gens du Nord, les Macédoniens. La Macédoine, à peine grecque, à peine hellénisée, va conquérir tout ce qui est au sud. D'abord Philippe, contre lequel Démosthène va s'emporter
trop tard, il ne sera pas écouté. Et puis surtout le fils de Philippe qui s'appelle Alexandre, qui est bien connu et qui va conquérir la Grèce, qui va conquérir le Proche-Orient, l'Égypte, qui va fonder Alexandrie et fonder, parce qu'il va jusqu'à l'Indus, toujours vers l'est, Drang nach Osten, va pousser vers l'est, toujours plus à l'est. Il va jusqu'à l'Indus, il va fonder des villes qui s'appelleront Alexandrie, pas seulement l'Alexandrie d'Égypte, mais par exemple Kandahar, en pays Pashtun, dont on a beaucoup parlé, qu'on ignorait superbement jusque-là. C'est une Alexandrie aussi. Et en Sogdiane, au nord, il y a une Alexandrie aussi. Donc bref, c'est un immense empire, mais c'est un empire extrêmement fragile, même si les débuts de colonisation étaient très intelligents et très bien menés par les Macédoniens. Mais malheureusement, Alexandre meurt prématurément et à sa mort, eh bien, ses successeurs vont entrer dans des querelles, des conflits et des rivalités telles que finalement, il n'y a que les Ptolémées en Égypte qui installeront vraiment une civilisation, le Séleucide aussi, mais bref, c'en est fini de l'Empire. Alors, ce contexte-là est très important, on est à la fin du IVe siècle avant notre ère et au début du IIIe, parce que c'est ce contexte de déstabilisation du monde grec, avec une ouverture, une envergure extraordinaire, mais qui craque et qui ne dure pas, avec la conquête d'Athènes et de l'Attique par les Macédoniens, sauvages du Nord, qui baragouinent à peine le grec. Donc il y a une perte de repères, et cette perte de repères va rendre urgente les deux ou trois écoles philosophiques qui vont apparaître à ce moment-là. Quand une société est très déstabilisée, est en mal de repères, eh bien, on a besoin de kits philosophiques de salut qui vont tenir essentiellement en théorie morale. Vous me voyez venir, je vous annonce, le stoïcisme et l'épicurisme, qui sont d'origine orientale aussi, l'un et l'autre, et qui, malgré les différences, que généralement on dit c'est très différent, les stoïciens mettent tout dans l'effort et dans le tonus, et les épicuriens dans un plaisir bien mesuré, bien tempéré, bien calculé, et plus ascétique qu'il n'y paraît, au premier abord, mais finalement, leur but est le même. Et toutes les théories physiques et logiques et scientifiques qu'ils développent ont pour but ultime, et donc pour motif préalable, la tranquillité de l'esprit, la tranquillité de l'âme. Donc quand on cherche la tranquillité de l'âme avec une telle urgence, c'est que la situation est relativement grave. À la même époque, on voit les philosophes cyniques qui prennent comme modèle la vie des chiens, mais la vie des chiens qui sont dans la rue et dans les rigoles. C'est très original parce qu'ils veulent casser tous les codes sociaux, et c'est le cas de Diogène, bien sûr. Et ils se réclament de Socrate, qui avait un petit côté, je n'ai pas eu le temps de vous parler de Socrate, mais bon, il y avait ce petit côté déjà pré-cynique chez Socrate, qu'on va retrouver notamment chez Ménippe aussi. Ménippe qui sera un personnage dans les dialogues des morts de Lucien, mais là on est déjà au IIe siècle de notre ère, et d'un point de vue linguistique, la langue grecque alors c'est un grec. Ce n'est plus la langue châtiée de Thucydide des orateurs attiques, c'est une langue simplifiée, mais précise. Simplifiée et précise qui portera le nom de koiné, la koiné, koiné dialectos, c'est-à-dire la langue commune, une langue commune qui pourra être parlée par ces gens qui ne sont pas des Grecs et qui vont apprendre le grec comme Lucien, l'auteur de Dialogue des morts. C'est un Syrien qui a admirablement appris le grec, mais ce grec, c'est la koiné. Une langue commune, c'est une manière de faire revivre le grec classique, si vous voulez. Alors, sous Rome et sous l'Empire, l'hellénisme continue. Bien entendu, je vous l'ai dit, on continue à parler grec dans toute la Méditerranée orientale et le latin n'interviendra guère que pour les documents administratifs très, très officiels. Pour tout le reste, c'est le grec qui demeure. Bon, on arrive à la moitié, voilà, il y a une demi-heure que je parle, donc on est à peu près à la moitié. Je vais vous détendre un peu en vous lisant un petit texte alexandrin, petit poème anonyme de l'anthologie grecque qui remonte à l'époque alexandrine pour vous montrer que quand même, malgré la koiné, il y a une maîtrise linguistique et poétique assez remarquable et notamment une inspiration, une forme d'inspiration particulièrement lyrique et intéressante. Je vous ai rien lu de Sappho ou de Nimnerm tout à l'heure parce que ça se trouve partout. Celui-ci, vous risquez peut-être moins de le rencontrer. Je vous le lis, c'est très beau. C'est un développement sur le thème de l'amant proté, c'est-à-dire celui qui voudrait se transformer en 1000 choses pour assurer sa proximité par rapport à l'être aimé. Que ne puis-je être ton miroir?
pour que toujours tu me regardes? Que ne puis-je être ta tunique pour que sans cesse tu me portes? Je veux me transformer en eau pour que par moi ta peau se baigne, et en parfum mon adoré pour que de moi tu sois enduite. Et la bandelette de tes seins et la perle fine de ton cou, et ta sandale je veux être, qu'au moins tes pieds me foulent. Beau, hein? Il n'y a pas de petit genre. Alors, à la fin, les choses se gâtent, bien entendu. Ce sera la fin de l'Empire romain, et la fin de l'Empire romain sera la fin de la grécité antique, cette grécité païenne qui va absolument se terminer. C'est la fin de l'homme humaniste aussi. Et à cet égard, il y a un poète également qui n'est pas très connu qui s'appelle Palladas. Et Palladas, dont les œuvres sont des espèces d'aphorismes poétiques qui sont repris dans un des volumes de l'anthologie grecque. Je vous en lis quelques-uns aussi pour vous mettre au parfum. La vie n'est que coulisses et jeux de scène, alors apprenez à jouer, rejetant tout sérieux ou supportez vos peines. Un autre. Sommes-nous déjà morts faisant semblant de vivre, nous autres pauvres Grecs tombés dans le malheur, qui nous imaginons que la vie est un songe? Une autre. Tous mis à part, nous nous laissons nourrir, troupeaux de porcs qu'on égorge au hasard. Or, l'épitaphe du philologue, on y va. Sous la lourde grammaire, un bon peson de vie pour être sénateur chez les morts, aux enfers. Et enfin, je suis né dans les larmes et je meurs en pleurant. On va s'en tenir là, on va s'arrêter. Mais je voudrais bien, voilà, je vous ai lu ce petit texte, un peu de pub ne fait jamais de tort, que j'extrais de mon livre Promenade hellénique, voilà. Et cette image, je voudrais vous la montrer avant les autres. Une petite illustration prévue, mais celle-ci, je voudrais bien vous la montrer parce qu'elle est de l'an 400, c'est-à-dire le début du 5e siècle, la fin de l'Antiquité. Vous allez, en regardant ce visage, comprendre le désespoir d'un fonctionnaire qui regarde la catastrophe en marge, comme je l'écris, dont les deux dernières divinités de l'hellénisme ne peuvent plus rien pour lui, à savoir Tuké, la chance, et Kairos, le moment favorable. Le voilà, le fonctionnaire d'Aphrodisias. Pas trop longtemps, avec un léger strabisme divergent, les pommettes un peu hautes. Voilà, pas trop longtemps, disais-je. Alors, quelques autres images, rapidement. On peut peut-être demander de brancher le PowerPoint avec une première stèle qui nous montre Athéna et qui est une illustration, voilà, une illustration de l'âge classique de style sévère, le plus classique, le plus sévère, on est en 460 avant notre ère, et vous voyez la déesse qui est inclinée, qui s'appuie sur une hampe et qui médite devant une stèle semblable à la stèle qui nous la représente. Alors, on ne sait pas, c'est peut-être une stèle funéraire et elle médite sur le destin humain, peut-être qu'elle se fait écho de la condition humaine vue par Sophocle sous la malignité du ciel, contre lequel nous ne pouvons rien, malgré tous nos efforts. Toujours est-il qu'elle est d'une stabilité extraordinaire et qu'elle s'inscrit dans un triangle justement nommé isocèle. Vous voyez qu'à la rectilinéarité de la hampe, il y a la rectilinéarité du corps et son inclinaison, et ces jambes qui ont l'air d'être prises dans un fût de colonne dorique trichent avec la nature, parce que normalement, le vêtement de tissu de laine qui est un peu lourd aurait dû permettre que les formes de la déesse se marquent. Mais on ne montre pas les formes d'Athéna dans la sculpture sévère. C'est une belle tricherie. Elle a un beau profil grec aussi. Remarquez, le profil grec, c'est l'arête du nez dans le prolongement direct de la ligne du front. Voilà, alors une autre divinité, c'est l'image suivante. Merci. C'est un bronze authentique, original. Il est authentique et original, a été repêché des fonds marins, comme ça arrive souvent, parce que les bronzes, souvent, ont été réutilisés à d'autres emplois. Et donc, parfois, on a délesté une cargaison en jetant les statues qui pesaient un peu lourd en cas de naufrage imminent. Enfin bref, c'est au nord de l'Eubée qu'il a été repêché. Il y aura bientôt un siècle. Vraisemblablement, c'est Poséidon, vu le geste qui brandit un trident, parce que si c'était Zeus, il devrait avoir normalement le bras droit plus près de la tête parce qu'il brandit le foudre de haut en bas. C'est en tout cas l'argumentation que mon vieux maître, vénérable et vénéré Léon Lacroix, développait
lors de ces cours d'histoire de l'art grec. Alors, il est carré parce qu'il fait 2 mètres de haut et 2 mètres d'envergure. Donc, il peut être inscrit dans un carré. Tout à l'heure, nous avions le triangle isocèle. Maintenant, nous avons le carré. Il ne s'agit pas de géométrisation des formes, il s'agit de cadre géométrique avec cette impression de force extraordinaire, de force concentrée. Tout à l'heure, nous avions avec Athéna la concentration intérieure de la méditation. Ici, nous avons la force maîtrisée avec musculature magnifique que l'on peut détailler à l'envi. Encore une? Ah oui, alors ceci, il fait un peu écho à mon fonctionnaire que je vous ai montré tout à l'heure. On l'appelle le philosophe d'Anticythère parce que lui aussi, c'est une tête de bronze originale et il a été repêché des fonds marins sur le bord de l'île d'Anticythère, en dessous de l'île de Cythère. Et il a l'air un peu halluciné. Il a gardé les pierres semi-précieuses qui lui donnent un regard et on a l'impression qu'il a le visage marqué de madrépore marin, là, comme s'il avait eu la petite vérole. Et donc, on n'en est plus à cette force et à cette assurance, cette confiance en soi d'Athéna. Et celui-ci n'est pas une divinité non plus. Alors, on dit que c'est le philosophe. Si c'est un philosophe, moi, j'y verrais plutôt un épicurien qu'un stoïcien, parce que les stoïciens sont rassurés par le providentialisme. Ce visage-là ne semble pas très rassuré, donc il me semble qu'il illustre assez bien ce que j'essaie de vous dire, des cyniques, des stoïques et surtout des épicuriens tout à l'heure. Bien. Oui, il date du 2e siècle avant notre ère, si je me souviens. Une datation toujours discutable. Alors, une image de transition, voilà, c'est une image byzantine, non pas dans le but de vous annoncer que la Grèce byzantine sera un long fleuve tranquille, mais je prends exprès cette image que mon ami et collègue Robert Laffineur a bien voulu, comme les autres d'ailleurs, mettre sur ordinateur, je l'en remercie. C'est une image de tendresse. Et les 2 thèmes de la Vierge à l'enfant byzantine sont repris dans une seule image, la glécophilousa, c'est-à-dire la Vierge du tendre amour, parce qu'elle est joue contre joue avec son enfant, et c'est aussi la prodigitria, celle qui montre le chemin, à savoir, elle pose le doigt sur le corps de son fils, elle nous montre celui qui dira « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Et nous abordons Byzance. Voilà, merci pour les images. Nous abordons Byzance et son héritage romain. C'est-à-dire que l'Empire est scindé en 2 à la fin du IVe siècle. Les 2 enfants de Théodose vont se partager l'Empire d'Occident et l'Empire. Mais l'Empire d'Occident va être vite moribond. Rome va décroître très rapidement. Et en revanche, la capitale de l'Empire d'Orient, ce sera Constantinople. Constantinople ou Byzance, c'est la même chose. Byzance est une vieille colonie mégarienne du 8e siècle avant notre ère, mais la nouvelle capitale de l'Empire romain, sur décision de l'empereur Constantin, dès 330, si je me souviens bien, va se développer et va nous donner véritablement le regain d'une nouvelle Rome. Ce sera la nouvelle Rome, comme on l'appellera. Et au 6e siècle de notre ère, il y a un empereur qui va, Justinien, non seulement construire Sainte-Sophie, mais aussi reconquérir le bassin méditerranéen qui est aux mains des barbares, Vandales et autres Ostrogoths. Mais seulement cette reconquête vers l'ouest va faire que Constantinople, Istanbul, Byzance, comme capitale, c'est une capitale qui est décentrée par rapport à l'Empire. Et l'Empire est en porte-à-faux par rapport à cette capitale, si bien que les successeurs auront la très bonne idée, c'est une idée qui sera suggérée par des attaques préalables, de conquérir les régions du nord sur les Bulgares, au même Xe siècle qui s'appellera le Bulgaroctone, ce qui nous en dit long quand même sur la conquête. Et puis ils vont étendre aussi les conquêtes à l'est, de manière à ce que Byzance soit vraiment au centre de l'Empire. Bon, Athènes est relativement oubliée, bien sûr, puisque c'est la grande ville, c'est Istanbul. Quand les Grecs disaient on va en ville, à Istanbul, et nous allons en ville, à Istanbul. Et ce sera vraiment le centre important d'un empire d'un point de vue territorial, ce qui n'est pas négligeable, bien sûr, avec le Bosphore, avec les Dardanelles, donc tout ce qui avait fomenté la guerre de Troie, tout ça est aux mains
des Byzantins qui sont d'extraordinaires commerçants, entre autres choses, sont conquérants aussi, bien sûr. Alors, il y a deux grands problèmes, je vais simplement vous les évoquer. Comme j'ai évoqué les grandes inventions des Grecs classiques tout à l'heure, il y a deux grands problèmes typiquement byzantins. Il y a le problème des hérésies, dans le christianisme évidemment, et les hérésies consistent à s'écarter du symbole de Nicée en 325, qui disait le Christ, il est à la fois Dieu et homme. C'est inséparable, indiscutable, il est simultanément, aussi bizarre que ça puisse paraître, et aussi original en histoire de religion que ça puisse paraître, il est à la fois Dieu et homme. Et alors, il y a ceux qui diront il est plus homme que Dieu, ou il est plus Dieu que homme. Et cela va fomenter des hérésies, mais des hérésies au nom desquelles on va s'entretuer, ce qui est assez extraordinaire. Et donc, il faudra un certain temps. Et on assistera notamment à de grands conflits entre l'Église et le pouvoir temporel de l'empereur. Mais finalement, c'est le pouvoir temporel de l'empereur qui l'emporte toujours. L'Église a besoin de lui, et lui a besoin de l'Église aussi, mais le vrai chef, c'est lui, devant qui on se prosterne, chose impensable dans la Grèce classique et Alexandrie d'ailleurs. Bien, l'autre grand problème, au 8e siècle, au début du 8e siècle, c'est le problème de la querelle des images. La querelle des images, où pour des raisons théologiques, l'Église essentiellement trouvait que les icônes étaient traitées de manière un peu trop idolâtre. Et donc, l'Église voulait interdire toute représentation de figurations humaines, notamment des représentations de la Vierge à l'enfant, comme vous en ai montré une, et des personnages de la mythologie chrétienne. Ça a failli m'échapper, mais enfin bon, voilà. Les Saint Georges, les Saint Dimitri, etc., on ne pouvait plus les représenter parce que les gens avaient une attitude d'idolâtrie trop forte. Et c'est vrai que ce qui est vrai, c'est que l'icône irradie une présence extrêmement forte. Il y a une présence vraiment très forte. Donc, on peut comprendre que ça ait fait peur. Et il y a eu beaucoup d'œuvres qui ont été détruites et les interdictions ont été soutenues par certains empereurs. Et puis, finalement, les choses se calment à la fin du 8e siècle. Et là, on retrouve de nouveau les images, le règne des images. Et ma foi, tant mieux, parce que c'est ce qui fait ce que nous appelons aujourd'hui l'art byzantin. Et cet art byzantin et ce passé byzantin, j'ai constaté toujours que pour les Grecs, qui ne sont pas des spécialistes ou des historiens ou des philologues classiques, le grec moyen cultivé, eh bien pour lui, la culture et le passé qui lui fait le plus chaud au cœur, c'est le passé byzantin. C'est lui qui est le plus proche. Je crois que c'est pour des raisons religieuses que la religion orthodoxe restait extrêmement vive et forte, même si on ne pratique plus, même si on n'y croit plus. Culturellement, c'est toujours très, très présent et très prégnant. Et donc, cette antiquité grecque, elle est essentiellement byzantine quand même, je crois. Ce qui n'empêche pas qu'on retourne à l'antiquité classique, même parfois de manière un peu douteuse sous les gouvernements autoritaires. On pense aux fouilles de Pompéi qui ont été poussées par Mussolini. Voilà, je prends que cet exemple-là. Quelque chose malheur peut être bon, pourquoi pas. Mais voilà. Que vous rappelez, deux choses importantes quand même encore. Les relations conflictuelles avec l'Occident. Le conflit avec l'Occident qui est un conflit de nature religieuse essentiellement. Pour des petits détails, certains détails. Un manque de rigorisme rituel chez les occidentaux chrétiens. Un plus grand rigorisme chez les orientaux. Mais tout ça va s'envenimer et au milieu du XIe siècle, en 1054, ça va donner lieu à un schisme, c'est-à-dire une séparation selon laquelle les orthodoxes ne reconnaissent plus l'autorité du pape de Rome. Et ça, c'est une chose que l'Occident va mal prendre, comme on peut l'imaginer. Ceci n'explique pas cela, mais enfin, l'élément historique suivant que je vais vous rappeler, c'est la 4e croisade en 1204, qui va déraper de son but, partir de Venise. Il y a des relations d'amour-haine entre Byzance et Venise, beaucoup de collaborations, une merveilleuse mosaïque byzantine à Venise, bien sûr, et de collaborations, mais enfin, il y a une rivalité commerciale forte, ce qui explique peut-être que cette 4e croisade, qui est fomentée en partie par la flotte vénitienne du doge Dandolo, va s'arrêter à Byzance et en faire la prise et le sac. Prise et sac de Byzance par des chrétiens. Ça, c'est un scandale absolu. Il y a un sac qui va durer 8 jours et 8 nuits, pire que celui des Turcs bientôt, qui ne durera
si on peut dire que 3 jours. Mais enfin, c'est extraordinaire. Et donc, c'est à partir de là qu'il y aura une présence occidentale, les fameuses échelles du Levant. Et c'est à partir de là qu'il y aura des Normands et des Angioiani et des Anjou qui vont occuper la Grèce et toute une partie du littoral, enfin pratiquement la région de Gaza, la région de Tyr, de Sidon et de Gaza. Ce seront des régions, une partie de la Syrie d'ailleurs, vont appartenir aux colons occidentaux. Et l'Empire byzantin, ça va durer un demi-siècle, ils auront du mal à s'en remettre. Ils auront du mal. Et entre le schisme et la croisade, il y a eu les dynasties Comnènes, les Comnènes qui ont bien travaillé. Et puis, lorsqu'ils se seront remis au XIIIe siècle, à la fin du XIIIe siècle, ils se seront remis de la catastrophe causée par les Occidentaux, ce sont les paléologues qui vont arriver au pouvoir et qui vont apporter une dernière flambée culturelle et une résilience pacifique. Un petit mot sur la langue. Je me souviens de mon intitulé quand même. Alors, qu'est-ce qu'on parle pendant l'époque byzantine? Il y a des écrivains qui sont intéressants, que je n'ai pas le temps de développer, mais des écrivains qui sont vraiment intéressants. Notamment, il y en a un qui s'appelle Psellos et qui parle de la cour au XIe siècle et qui fait penser au duc de Saint-Simon. Parce qu'il faut vous dire que les problèmes de coulisses impériales pendant l'époque byzantine, c'est pas triste. Hein. Il y a eu environ 200 empereurs et impératrices et quelques dizaines sont morts de mort naturelle seulement. C'est pour vous donner une idée de l'ambiance. Hein. Donc, quand on lit Psellos, on est pas mal édifié. Et Psellos écrit une langue attique, une langue extrêmement pure et puriste qui veut entretenir la langue de Thucydide et des orateurs attiques et d'Aristophane, il ne faut pas oublier, pour les jeux de mots. Donc, ils sont extrêmement érudits dans leurs écrits. Maintenant, ce n'est pas cette langue-là qu'on entendait au marché aux poissons le long de la Corne d'Or. Hein. Ça, c'est de la koiné, mais c'est de la koiné qui se transforme assez vite, comme on peut l'imaginer, et dont nous avons assez peu d'éléments de comparaison, on a assez peu de documents écrits de l'époque. Donc, on peut très bien imaginer que la langue s'est quand même pas mal transformée à ce moment-là et qu'on fait voie assez rapidement vers un grec démotique, comme on dira. Allez, encore une chose que je vous recommande, c'est l'œuvre d'Anne Comnène, la fille d'Alexis Comnène. Alexis Comnène, pour fixer les choses, c'est l'empereur byzantin contemporain de la première croisade. Il y aura des démêlés parce qu'on est après le schisme, hein, on est 50 ans après le schisme, donc c'est pas facile, hein, les croisés vont passer, mais enfin, quand même, hein, il y aura le siège d'Antioche. Bon. Et alors, sa fille, Anne, va raconter l'histoire de son père, ce sera évidemment une glorification, son Alexiade sera une glorification, qui est écrite dans un grec limpide, magnifique, dans un attique parfait, vraiment parfait. Je veux dire, on n'est pas un byzantinologue si on n'a lu que Anne Comnène. Hein. Il faut lire autre chose. Il faut lire autre chose quand même. Bien. Alors, la dernière date catastrophique, c'est 1453. Et en 1453, eh bien, c'est la prise de Byzance par les Ottomans, qui, depuis quelques années déjà, avaient encerclé la ville et ils attendaient que ça tombe comme un fruit mûr. Ça ne pouvait pas tarder indéfiniment et ce sera fin juin de 1543 que finalement les murailles seront forcées, toutes les portes seront traversées par les Ottomans et la ville tombe dans un sac de 3 jours et 3 nuits auquel Mohamed II mettra fin de manière impérieuse et autoritaire, où le dernier empereur, Constantin, qui s'appelle Constantin XI Dragagès, meurt soit en s'enfuyant, soit les armes à la main, on ne sait pas trop, on va dire qu'il a les armes à la main, ce sera avec le drapeau grec derrière moi, ce sera mieux quand même, ce sera mieux. On a retrouvé sa pantoufle de pourpre dans les rues, voilà. Alors, les Turcs, l'occupation ottomane, 3 siècles et demi, c'est lourd, c'est lourd, c'est long, c'est lourd, c'est long. Les Turcs vont avoir relativement l'intelligence de ne pas obliger les conversions à l'islam. Et les Grecs ne seront jamais obligés de se convertir. Le feront ceux qui voudront, qui vont s'appeler Hadji quelque chose. Hein. Bon, ça veut dire qu'ils ont fait le pèlerinage. Voilà, ils ont fait le pèlerinage.
Pour ceux qui ne le font pas, ils peuvent pratiquer la religion orthodoxe, le culte est libre. C'est une forme d'intelligence et de tolérance, mais il faut tout de même assortir ça d'une considération critique qui permet aux Turcs, aux Ottomans, de faire des citoyens de deuxième classe. Les Grecs non convertis sont des citoyens de deuxième classe qui sont grevés d'impôts. Ah. Et voilà. Et ces Grecs, sous l'occupation ottomane, ils vont emprunter un tas de choses, ils vont emprunter un tas de recettes culinaires, un tas de mots, une certaine manière de faire le café, excusez-moi, chers amis grecs, mais bon, voilà, quelque chose, malheur est parfois bon. Et ils vont continuer à parler grec, vous savez, grâce à quoi? Grâce à la Bible. La Bible qui a été traduite dans la langue de la Koiné par les Septante au 1er siècle avant notre ère à Alexandrie. C'est donc la langue de la Koiné, cette Koiné un peu simplifiée, qui est la langue de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et le grec sera pratiqué pendant toute l'époque ottomane grâce au clergé et grâce à la lecture de la Bible. Donc c'est un petit peu la culture grecque qui est comme un tison sous la cendre, qui pourra se ranimer, qui pourra heureusement se ranimer, ce qui arrivera évidemment à partir de 1821, date que nous fêtons évidemment ce siècle. C'était le début de l'insurrection qui a eu lieu, je crois, dans le Péloponnèse, et puis tout de suite l'année suivante dans l'île de Kio, le massacre de Kio, un beau tableau de Delacroix là-dessus. Mais ça va prendre 9 ans, pour ne pas dire 10, une guerre d'indépendance qui sera longue. Et si on pense à la Crète nous sera réunie à la Grèce continentale qu'en 1913. Les Turcs vont s'accrocher et y rester. Et à ce moment, le point de vue linguistique maintenant, point de vue linguistique au XIXe siècle en Grèce, je vais vous en parler très peu parce que mon collègue et ami Lambros Koulouvaritsis vous en parlera à l'automne et c'est tout là-dessus. Bon, je vais quand même être fidèle à mon intitulé et je vous dirai que là, il y a une tradition au XIXe siècle, une tradition culturelle conservatrice en fait de langage, qui prétend qu'il faut encore parler la langue encore meilleure que la koiné, il faut parler comme Plutarque, le grec de Plutarque, c'est-à-dire 2e siècle de notre ère, à l'époque romaine, ou Lucien de Samosate, ce grec-là, et c'est ce qui constitue la langue dite pure ou puriste, la kataregoussa, la langue pure. Comme par hasard, ce sont les plus conservateurs, dans tous les sens du terme, et politiques aussi, qui seront les chantres et les défenseurs les plus vifs et parfois les plus violents de cette kataregoussa, qui est une langue discriminante, finalement. C'est la langue d'une élite, dans le mauvais sens du terme, me semble-t-il, parce que le peuple parle une autre langue. Depuis les marchands de poissons de Byzance, le démotique, la langue populaire, la démotique qui s'est évidemment développée et va progressivement acquérir ses lettres de noblesse au XIXe siècle, notamment avec Solomos, qui est l'auteur de l'hymne national. Signorit Zapotinops, tous patio, Kintraumeri, Ketalipa. Alors, je termine avec deux petites lectures qui valent la peine, vous allez voir. La première, que j'extrais d'un livre de ma collègue et amie Ketty Lefka, que voici, le livre Compatriotes du Soleil. C'est une anthologie thématique de la poésie grecque. Alors en 1880, il y a un poète qui s'appelle Yorgos Souris qui nous donne un texte assez extraordinaire et caricatural du grec. Donc le grec qui pratique l'autodérision en 1880, voilà ce qui arrive, vous allez voir, c'est une vraie bande dessinée avec son et image. Couché comme un bai à la terrasse du café, je sirote insatiablement les rayons du soleil et plongé dans les nouvelles des journaux, je ne regarde personne, je ne prends personne en considération, je tire l'une de mes jambes sur une chaise, l'autre sur une autre, un peu plus loin, je laisse mon chapeau et je commence avec tonus à insulter les ministres et la politique. Ce qu'il lit dans le journal ne lui convient pas, on peut admettre. Notre ami l'Europe, je lui jette l'opprobre à pleine main, je tape du poing sur la table, mon café est renversé, je salis mes vêtements. Et toutes les injures que je connais, je commence à les sortir. Je me défoule sur le propriétaire du café. Il s'allume à son tour, je lui mets tout de suite le comptoir sans dessus-dessous, je l'insulte et il m'insulte, je le bats et il me bat, et finalement, je ne paie pas un centime pour le café. Ston café zig, Stefano, Fotia, qui est kinos perni.
Amessos hanno cato tuccano to buffet, che vrizzo, ton vrizzo che me vrizzi, ton derno che me derni, che telos zemplirono de caras ton café. Voilà. Autodérision, c'est toujours bon. Hein. Alors, un dernier mot, et ce sera notre mot de la fin. C'est un petit mot pour évoquer un des grands écrivains de la Grèce démotique contemporaine, qui couvre toute la première moitié du XXe siècle, et je pense à Nikos Kazantzakis. Nikos Kazantzakis, c'est le père de Zorba, ça tout le monde sait. Donc c'est un romancier, il y a d'autres romans, peut-être moins connus que Zorba, qui sont excellents aussi, mais c'est également un essayiste. Et en tant qu'essayiste, il est l'auteur d'une autobiographie spirituelle et intellectuelle qu'il a intitulée « Lettre au Gréco ». Anaphora ston Greco. Et anaphora, ce n'est pas vraiment une lettre, c'est un rapport au sens militaire du terme. Donc il imagine qu'il rend compte de sa vie à son supérieur hiérarchique, qui est en même temps celui qu'il appelle Papou Agapimene. Bon papa chéri, Papou Agapimene. Et c'est tout à fait remarquable et touchant, il y a des pages extraordinaires. Et puis il se résume aussi dans un petit texte qui vaut son pesant d'or, pour parler byzantin, ou son beson, ça s'appelle Ascèse. Le titre grec, c'est Askitiki. Askitiki, c'est un recueil d'aphorismes philosophiques assez extraordinaires. Et croyez-moi, on peut commencer à le lire en grec dès qu'on a fait moins d'un an de grec ancien. Et c'est du démotique. Erkomaste apomias kotini abysso. Nous venons d'un abîme ténébreux. Cataligume semiascotini abysso. Nous nous dirigeons vers un autre abîme ténébreux. Tometaxi, fotino diastima, tolemezoi. Entre les deux, il y a un diastema, un petit espace de lumière. Nous disons que c'est la vie. Alors, je vous avoue qu'il y a des aphorismes qui sont moins faciles à lire et à comprendre que celui-ci, mais celui-ci, bon, c'est transparent. Hein. Alors, il y a un autre aphorisme, et ça, ce sera vraiment notre mot de la fin. C'est notre mot de la fin parce qu'il sert d'épitaphe à Kazantzakis. Et il dit ceci, et là aussi, si vous avez fait un ordre grec ancien, vous comprenez, «Ven fovume typoda, ven elepiso typoda, ime lefteros». Je ne redoute rien, je n'espère rien, je suis libre. Je vous remercie, Ephraïstor. Voilà, professeur, merci beaucoup pour cette passionnante conférence. Donc, on peut passer à la séance de questions-réponses. On rappelle aux participants qu'ils peuvent écrire leurs questions dans la discussion et ces questions seront lues durant la séance. Donc, peut-être une première question. Quels étaient, selon Platon et Aristote, les régimes politiques les meilleurs? Voilà. Oui, il ne se prononce pas très clairement. Hein. C'est-à-dire qu'au IVe siècle, la démocratie n'est plus dans sa meilleure présentation possible. Elle a dégénéré. Et donc, pour un homme comme Platon, il ne peut pas oublier que la condamnation de Socrate en 399 avant notre ère, ça a été une condamnation démocratique, entre guillemets. Et donc, on ne peut pas dire que Platon soit très favorable à la démocratie. Il est plutôt pour un régime relativement autoritaire, peut-être oligarchique et fondé sur une aristocratie des valeurs. Pas une plutocratie, pour aucun des deux d'ailleurs. La plutocratie, c'est pas bon. Donc, à la différence de nos systèmes de valeurs contemporains, ce serait soit une oligarchie, soit une monarchie tempérée, ou une démocratie comme au temps de Périclès. Voilà ce que je vous dirais. Donc, on ne trouve pas vraiment des leçons qui nous conviennent le mieux du monde, ni chez l'un ni chez l'autre, qui acceptent l'esclavage aussi. Mais ça, il faut se rendre compte que sans l'esclavage, le monde antique s'arrête. C'est un peu dur à dire, mais moi, j'ai repensé à ça en 73, quand on a eu la crise pétrolière. Si on n'a plus de pétrole, tout s'arrête. Bon, excusez-moi de comparer le pétrole à l'esclavage. Hein. Je veux dire, il y a des circonstances selon lesquelles on ne peut pas imaginer à l'époque supprimer. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles le christianisme a été si mal perçu à l'origine. Hein.
incivique. À l'époque de l'Empire romain, il y avait une forme d'incivisme à vouloir libérer les esclaves, parce que c'était la ruine économique, même pas financière, la ruine du fonctionnement fondamental. Voilà. Autrement dit aussi, il faut lire les anciens en tenant compte du contexte de l'Antiquité. Il ne faut pas nécessairement chercher des leçons qui nous conviendraient. D'un point de vue philosophique, c'est peut-être valable, mais d'un point de vue politique, moi, je serais beaucoup plus réservé. Voilà. Merci. Donc, on a une question qui rebondit là-dessus. Donc, pourquoi dit-on que le communisme est présent dans la philosophie de Platon? Oui, on dit beaucoup de choses un peu rapides et ça aussi, c'est très hors contexte. C'est très hors contexte, mais c'est vrai qu'il y a, dans sa volonté théorique, extrêmement théorique d'un État totalitaire, il y aurait des mises en communauté, notamment il veut briser les liens familiaux. Donc c'est ce communisme-là surtout dont il est question, et ça nous choque, à juste titre d'ailleurs, à juste titre, mais il faut bien se dire que le dialogue de Platon, qui est un des plus longs d'ailleurs, et qui s'intitule l'État, la République, une traduction à la française qui est un peu discutable, donc sa théorie de l'État, c'est une théorie, ce n'est qu'une théorie, c'est l'idée de l'État, l'image, l'idée de l'État. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de communautarisme, on dirait plutôt de communautarisme de communauté, sans allusion précise au communisme tel que nous le connaissons au XXe siècle, quand même. Ça, c'est très, très différent. L'Antiquité est résolument différente. Voilà. C'est une grande idée de mon ami de Tienne, d'ailleurs. On ne compare pas l'incomparable. Merci beaucoup. Donc, une autre question. Vous êtes passé rapidement sur la figure de Socrate, mais est-ce que vous pouvez parler un peu plus de son influence et pourquoi Socrate voulait-il chasser les poètes de la cité? Alors, mais ça, c'est Platon qui lui fait dire ça. C'est l'autoritarisme théorique de la fin de la République, ça. Donc, on va oublier. Quant à Socrate, il a le grand mérite de chercher dans les problèmes éthiques, c'est-à-dire dans les premiers dialogues platoniciens, là où Socrate joue le plus grand rôle, me semble-t-il, parce qu'au fur et à mesure, son rôle va s'amenuiser, va devenir le porte-parole de Platon, mais au début, son souci est de chercher la définition générale d'une vertu ou d'un vice, et pas simplement par la simple énumération de cas d'espèce. La simple énumération de cas d'espèce, ce n'est pas un savoir. Le savoir, c'est la définition. Donc, c'est déjà cette démarche-là. Et je pense que ça a beaucoup impressionné Platon. Donc, le fait de remonter à l'idée à partir des cas précis, je crois la grande... Et cet amour de la définition qui me fait écrire quelque part que après Socrate, on ne peut plus jamais dire qu'une chaise, c'est quand on s'assied. Parce que ce n'est pas une définition, ça. Voilà. Oui, alors il a été accusé de corrompre la jeunesse, il a été accusé de ne pas faire ses devoirs religieux comme il faut. Il y a une espèce de bigoterie athénienne, quand une bigoterie athénienne qui s'est acharnée contre lui. Et puis il a été condamné à quelques voix près, à peu de voix près, ce qui lui a donné l'occasion de se soumettre aux lois de la cité, alors qu'il aurait fort bien pu, comme pas mal de collabos français en 1945, partir en Suisse. Lui pouvait partir en Thrace. Il y avait des amis qui auraient pu le faire sortir, mais il a voulu se soumettre aux lois, ce qui est une manière sublime de finir sa vie, au fond. Cela dit, Socrate n'a rien écrit. Donc, c'est le témoignage de Platon et de Xénophon que nous le font connaître, toujours de manière un peu latérale. Voilà. Merci beaucoup. Donc, une autre question de linguistique. Pourriez-vous revenir un peu plus amplement sur le passage de la forme du grec qu'on appelle le grec ancien à celle qu'on nomme le grec moderne? C'est le développement populaire de la koiné. Donc, la koiné est proche du grec ancien, il le simplifie assez fort, c'est comme un certain anglais contemporain, cette espèce de langue basique, là, voilà, mais qui est précise et puis qui va se déformer parce que la koiné va être surtout utilisée dans les écrits, notamment dans la Bible. Alors la langue qu'on parle et dont on a assez peu de témoignages évolutifs, la langue qu'on parle, ça va devenir une autre langue parce qu'il y aura énormément d'emprunts. Et les emprunts vont être des emprunts à l'osmanli, la langue turque, et des emprunts à l'italien. Si on fait le compte, il y a énormément de mots grecs modernes, démotiques, qui sont des mots turcs ou des mots vénitiens. Ça, il y en a vraiment beaucoup.
Et donc, c'est vrai que c'est une autre langue, mais quand on a fait du grec ancien, on a tout le temps de bonnes surprises, c'est-à-dire qu'on s'oriente, on s'y retrouve, et si on a compris les problèmes de changement de syntaxe et de changement de conjugaison, ça, il faut les apprendre quand même, hein. Une fois qu'on maîtrise bien ces changements-là, on se rend compte que c'est la même langue, c'est quand même la même langue, qui a beaucoup évolué, mais il y a des mots chez Homère, des mots de la langue d'Homère, qui existent encore dans le grec. Par exemple, le lait, gala, c'est le lait, ou bien le chien, skili, skilak, skilion. Et alors, les choses qui n'ont pas changé, hein, choses qui n'ont pas changé depuis l'Antiquité, depuis le grec le plus ancien, c'est, je crois, le débit et le rythme de la parole et l'accent, qui est un accent tonique selon lequel la syllabe accentuée se prononce un demi-ton plus haut. C'est un accent de hauteur, pas d'intensité. On ne prononce pas plus fort, mais plus haut. Donc, il y a une chanson, une musique de la langue qui, à mon avis, n'a pas changé parce que l'accent a changé, est resté à la même place. Et quand on a l'impression qu'il a changé, on se rend compte qu'il y a un mécanisme linguistique simple qui en rend compte. Et c'est à partir de l'époque alexandrine qu'on a noté l'accent parce qu'on voulait ne pas perdre ce chant de la langue, parce qu'il y avait des gens non hellénophones qui apprenaient le grec, il fallait qu'ils le parlent correctement, sinon un native speaker du 5e siècle n'avait pas besoin de l'accentuation, hein. Évidemment, évidemment. Et aujourd'hui, on accentue de manière un peu lâche, un peu négligée, mais je crois qu'il y a là aussi les native speakers continuent à chanter. Voilà. Et ils parlent vite aussi, hein, ça c'est un problème, c'est un problème. Mais je crois que dans l'Antiquité, ils parlaient vite aussi, sauf que dans le domaine littéraire qui a toujours été très oral, même quand il y a des textes, vous savez, dans l'Antiquité, le texte littéraire se lit à haute voix. Il faut attendre le 5e siècle pour voir que, par exemple, Saint-Augustin dit, mon ami Jérôme, le patron des philologues, vous savez ce qu'il fait, Jérôme? Il lit à voix basse, à une vitesse incroyable. Donc, jusqu'au 5e siècle de notre temps, on ne lisait pas à voix basse. Et donc, si on veut mettre en valeur, et c'est encore vrai chez les Grecs, quand vous les voyez pérorer une terrasse de café sans renverser la table, hein, comme dans le poème, eh bien, il y a une espèce d'attention qui est portée au langage et qui fait que le rythme ralentit. Il faut attention à ce qu'ils disent, essayer de le dire bien. Mais voilà, je ne sais pas si je réponds. Voilà, merci beaucoup. Donc, pour continuer sur la littérature, donc vous avez parlé de l'hexamètre. Oui. L'hexamètre dactylique, c'est Oui. bien ça. Quelles sont les formes de littérature plus récentes dans les langues européennes qui se rapprochent encore de ce souffle épique? Est-ce que ça existe encore? L'alexandrin, c'est une seule émission de voix de 12 syllabes. Oui, je viens dans son temple adorer l'Éternel. Voilà. Mais le problème, c'est que le grec est une langue iambique, plutôt iambique, c'est-à-dire avec un accent sur la finale. Or, le dactyle, il a l'accent avant la finale. Et c'est pour ça parfois, la langue regimbe un peu à entrer dans l'hexamètre dactylique. En revanche, le latin, ça va tout seul, hein. Vous lisez Virgile ou Ovide, ça va tout seul. Ça convient très bien. Enfin, voilà. Merci. Donc, alors, une question au niveau des cultes. Quels étaient les principaux rites communs aux Grecs? Quels étaient les grands événements rituels? C'est une question qui demande une heure de développement. Bon, il y avait les événements périodiques comme les jeux de Delphes, les jeux d'Olympie, les Panathénées à Athènes. Il y avait les fêtes religieuses très importantes, comme les fêtes de Dionysos à Athènes, comme le mystère d'Éleusis aussi, qui sont des événements récurrents annuels, ceux-là. Mais peut-être ce qui caractérise finalement le plus la religion grecque, c'est l'oracle de Delphes. C'est-à-dire qu'on allait consulter Apollon et la Pythie pour obtenir une réponse. Alors quand on voit le site de Delphes, on se dit que si l'esprit souffle quelque part et si un dieu nous parle, ça pourrait bien être de là. Mais à partir de là, on peut très bien imaginer aussi toutes les forfaitures qui ont été réalisées, parce que quand
les offrandes en paiement préalable étaient somptueuses, on pouvait difficilement donner les réponses non attendues ou les réponses désagréables. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y a eu pas mal de... Mais ça a duré, et les mystères d'Éleusis aussi durent aussi longtemps, et ça c'est plus sérieux quand même. Les mystères d'Éleusis vont durer aussi longtemps que l'Antiquité. Et je crois qu'une des principales raisons, c'est qu'il n'y avait pas de sélection. Vous pouvez y aller. Il suffisait de parler, c'est-à-dire de comprendre le grec et de pouvoir répondre rituellement en grec, donc d'être un tout petit peu hellénophone, et on pouvait être femme ou esclave, excusez-moi. Ça veut dire tout le monde. Et ça, c'est un argument en faveur de la longévité. Et ce qui tuera Mitra, ce qui va tuer le culte de Mitra, c'est le mot de Renan qui disait que si le christianisme n'avait pas triomphé, nous serions mitriaques. Mais les mitrailles ne voulaient que des hommes, ne voulaient que des fonctionnaires impériaux qui retrouvaient la chaleur romaine entre eux au bout du monde. Donc c'est extrêmement limité. Et donc ça n'a pas duré. C'était grandiose aussi, mais ça n'a pas duré. Donc je dirais, pour répondre à la question, l'oracle de Delphes, avec tous ses défauts, ses qualités de départ, et les mystères d'Éleusis, qui ont vraiment duré très longtemps, parce qu'on disait que quand on avait assisté à l'épiphanie de la lumière, on n'avait plus peur de la mort. Enfin, en deux mots, c'est ça. Et le rituel tournait autour d'allusions, apparemment d'allusions agraires, érotiques et funéraires, si le grain ne meurt. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on a une autre question qui revient sur la littérature et la lecture. Comment peut-on connaître la vitesse de parole ou le type d'accentuation alors que les sons ne se fossilisent pas et qu'il n'y a pas d'enregistrement? Oui, ça, il y a le problème de la phonétique. Vous savez que quand on lit le grec ancien, on le lit d'une manière différente d'un grec native speaker. Si vous mettez une page de Platon entre les mains d'un grec hellénophone, ben, il va le lire avec la prononciation byzantine, dirons-nous. C'est-à-dire avec j'ai envie de dire que c'est une confusion des voyelles. Des tas de sonorités sont prononcées comme un i, alors que dans l'Antiquité, on prononçait autre. Et c'est nous qui avons raison, c'est-à-dire que la manière que nous avons de lire les textes anciens, c'est la bonne. C'est comme ça, avec l'accent et avec certaines diphtongues qui doivent être prononcées d'une certaine manière et pas d'une autre. Par exemple, vous avez le mot Caesar en latin, C-A-E-S-A-R, Caesar, qui s'écrit en grec Caesar aussi, et donc le AI, le alpha iota, doit se prononcer AI. Mais en grec moderne, il se prononce E. Voilà, ça c'est un type de différence, mais on est sûr que voilà, il n'y a pas besoin d'enregistrement. Vous voyez, il y a des arguments comparatifs qui nous font comprendre que la prononciation devait être telle. C'est un petit problème aussi, ça, quand on se met au grec moderne, on doit évidemment adopter la prononciation du grec moderne, et quand on lit un texte, mais parfois on se trahit et on dérape. Merci. Donc, une question suivante. Que reste-t-il de grec à Istanbul et en Turquie? Ah oui. Ben, il y a encore des quartiers grecs avec des Grecs à Istanbul, mais il n'y en a plus beaucoup. C'est le fameux quartier du Fanar, mais là aussi, la règle de l'impôt a été tellement drastique et tellement épouvantable dans les années 50 que la plupart des Grecs ont quitté Istanbul et que la plupart des Grecs ont quitté Smyrne en 1922-23. C'est la méga catastrophie. L'armée grecque aurait voulu reconquérir les points ioniens, mais se sont fait battre à plat de couture par Kemal Atatürk et ils ont été massacrés. Ils ont quitté. Il y a 1 million de Grecs qui ont quitté la côte turque, donc il ne reste plus grand-chose. Ce qui reste encore, parce que je l'ai vu, c'est un village turc incendié auquel on n'a pas touché et qui est là comme témoignage mémoriel de la volonté de nos amis turcs. Donc il n'y a plus grand-chose. Des souvenirs. Ben, ce sont des territoires perdus. Vous savez ce que c'est, les territoires perdus? Donc il y a des souvenirs. Voilà. Prusse orientale, même combat. Ben, il est vrai que la côte turque a été occupée par les Grecs depuis le 8e siècle avant notre ère tout de même. Hein. Et les bords de la mer Noire aussi, des grands colonisateurs. Il y a une diaspora encore aujourd'hui.
Merci beaucoup. Donc, encore une question. Vous avez parlé de la participation dans l'Agora, qui était assez Ben faible. oui. Est-ce que vous pouvez développer un peu et quelle était la conception des Grecs du tirage au sort? Oui, bah, le tirage au sort, c'est une manière d'éviter les compromissions. Certains y repensent aujourd'hui. Van Reybrouck, par exemple, hein, notre ami Van Reybrouck. Je ne crois pas que ce soit une solution aujourd'hui. Quant à la présence limitée, ben, c'est un simple comptage démographique. On a une idée assez précise de la démographie à Athènes au 5e siècle par les fournitures de blé. Une étude de mon maître Jules Labarbe là-dessus. Et donc, il y a, on va dire, 300 000 habitants et 15 000 aristocrates, comme disait avec une ironie un peu méchante Gobineau. Les 15 000 aristocrates étant les citoyens grecs appelés théoriquement et potentiellement et virtuellement appelés à se prononcer sur l'agora. Donc voilà. Et n'oublions pas que le modèle démocratique qui est le nôtre, c'est le modèle romain. Donc la démocratie représentative telle que nous la connaissons chez nous, c'est le modèle romain. D'une manière générale, si les Grecs nous ont donné l'équipement conceptuel, comme je vous l'ai dit, à partir de Platon, ben, l'équipement juridique et administratif et politique, je crois que ça vient de Rome, hein. Ça vient de la République romaine. C'est la meilleure influence, et une influence impériale qui est un peu moins bonne aussi. Enfin voilà. Et est-ce qu'il reliait la notion de hasard au fait des dieux? Est-ce que notamment dans le tirage au sort, c'était pour eux lié à des choix divins qui s'exprimaient au travers de ce processus? Ça change certainement si vous le prenez au 6e, au 7e, 6e siècle avant, ou au 4e, 3e. Ça doit avoir changé, mais enfin, je ne peux pas facilement répondre si les dieux guident le hasard. Je vous l'ai dit, le dernier dieu, c'est la tuque, la chance. Mais ça, c'est qu'on ne croit plus en rien d'autre. Et encore, la chance et le moment favorable, mais sont vraiment les reliquats du Panthéon. Hein, c'est à la fin. Voilà, donc merci beaucoup. Donc je ne vois plus de questions dans la discussion. Bien, je vous remercie. Euh, C'est moi qui vous remercie, hein, d'avoir voilà. transmis tout ça. Je vois que la Grèce Euh, intéresse encore, c'est bien. voilà, s'il y a un aspect que vous voulez encore développer ou livrer peut-être une conclusion sur le débat et sur l'exposé. Je ne redoute rien, je n'espère rien, je suis libre. J'ai dit. Voilà, donc merci beaucoup. Est-ce que Monsieur le Président, voilà. Quelle belle conclusion, je suis libre. Merci infiniment, monsieur le professeur, pour ce beau voyage que vous nous avez donné de faire. Nous avons, avec vous, en un peu plus d'une heure, parcouru pas moins de 3000 ans d'histoire, l'histoire de la Grèce, de sa culture, de sa langue. Et vous nous avez une fois de plus donné la preuve de votre immense culture et de votre éclectisme. Alors, je dirais, je ne vais pas refaire votre conférence, je serais d'ailleurs bien incapable de le faire, et je ne voudrais pas non plus fatiguer inutilement vos auditeurs, mais le rappel quand même de quelques rappels qui, moi, m'ont frappé. D'abord, ce rappel de tant de personnalités grecques qui ont marqué l'histoire, la littérature. Hein. Vous avez évoqué pas moins que Homère, Thucydide, Hippocrate, Aristote, Platon, Démosthène, Diogène, Socrate, et vous avez même cité Kazantzakis. Ce n'est pas la même période, j'en conviens, mais ça fait partie de ce génie philosophique, littéraire, culturel grec qui est tout à l'honneur de cette belle nation. Vous nous avez aussi rappelé l'inventivité grecque, et celle-ci s'étant manifestée à travers, dans le domaine des sciences, dans celui de la politique, oui, on peut être très inventif en politique, la statuaire grecque et toutes les traces qu'elle nous a laissées, et la philosophie. Vous nous avez aussi donné quelques rappels très importants, des rappels historiques. Rappelez que l'époque byzantine, c'est aussi cette époque où naissent les questions des hérésies ou bien de la problématique des images. Le rôle de la Bible aussi dans la persistance
dans le temps de la langue grecque, ou encore le rythme qui est tellement intéressant de la langue grecque et dont vous venez encore de parler dans les questions-réponses ici et qui a marqué, qui permet de comprendre aussi cette dynamique. Donc, en clair et sans être plus long, vous dire que votre exposé était tout à fait intéressant et représentait une belle célébration du génie et de la créativité grecque. Merci de le dire si bien, de l'avoir rappelé et de l'avoir fait à un moment où, avec nos amis grecs, nous fêtons cette 200e anniversaire de la révolution grecque qui n'a pas été facile, qui a été une période de lutte pendant une dizaine d'années avant de vraiment conquérir cette liberté. Nous le savons, même au-delà de cette révolution, la Grèce a continué encore à devoir se battre dans des périodes très difficiles et encore récemment, pour ne pas dire encore actuellement. Mais avec l'assurance de tant de culture, d'un tel génie, je suis persuadé que les Grecs passeront fort bien encore toutes les étapes qu'ils ont aujourd'hui encore à franchir. Alors, merci à vous, merci à vos auditeurs, merci à tous ceux qui nous ont rejoints pour ce cours conférence. Merci pour être présents au cours conférence du Collège Belgique. Et maintenant, puisque nous arrivons en fin de mois de juin, nous avons le bonheur de savoir quand même que la situation sanitaire s'améliore. J'espère vraiment que nous pourrons retrouver nos fidèles auditeurs, participants et membres lors des conférences que nous ne manquerons pas d'organiser dès septembre prochain. Et puis d'ici là, bonnes vacances à tous, à chacun. Faites bien attention, soyez prudents. Et ma foi, peut-être, pas mal d'entre vous iront-ils en Grèce. C'est en tout cas tout le mal que je leur souhaite. Voilà, merci à tous et bonne fin de soirée.